Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le chef de l'État, Faure Eswazimna Nyazingbe, face aux populations de la préfecture de Yoto. Le président de la République qui a dirigé le conseil des ministres délocalisés dans cette préfecture donc a saisi l'occasion pour échanger avec ces populations sur le développement de leur localité. À suivre dans cette édition. Et puis le Togo s'apprête à célébrer le 8 mars la journée internationale de la femme. Pour cette édition, les autorités togolaises retiennent comme thème femmes et gouvernance locale pour plus d'implication de la gente féminine dans la gestion publique. Voilà pour les titres. Le Conseil des ministres s'est délocalisé ce mercredi dans le Yoto. Le Premier ministre, les membres du gouvernement se sont retrouvés autour du chef de l'État Faure Eswazimna Nyazingbe ce mercredi du côté de Tabligo. Nous vous proposerons dans le courant de cette édition le communiqué ayant sanctionné ce conseil. Et en marge de ce conseil délocalisé donc dans la préfecture de Yoto, le chef de l'État s'est entretenu avec les forces vives de cette préfecture, avec les autorités traditionnelles et religieuses, les représentants des groupements de femmes et les cadres de la localité. Il a été question donc dans les échanges avec le chef de l'État du développement de la préfecture et de ses environs. Nous reviendrons également donc sur cet entretien, cet échange entre le chef de l'État et les forces vives de la préfecture de Yoto ce mercredi donc dans le courant de cette édition, nos équipes de reportage étant à pied d'œuvre. Et nous vous l'annoncions hier dans notre édition, qu'une délégation togolaise conduite par le ministre en charge du commerce, Kodjo Adedje, a pris part la semaine dernière à Paris, en France, au Forum Afrique. Un rendez-vous donc qui a mis face à face les investisseurs français et les responsables économiques africains. C'était une occasion pour la délégation togolaise de présenter les opportunités économiques qu'offre notre pays et de nouer des contacts avec les hommes d'affaires français. Le compte rendu de ces séjours de la délégation togolaise en France avec Luc Assis. Le Forum Afrique, un rendez-vous économique de haut niveau qui met ensemble tous les ans la communauté des dirigeants et cadres investisseurs en Afrique et les responsables économiques africains. Axé sur l'innovation et les nouveaux modèles du dynamisme des économies africaines, l'édition 2019 de ce forum a connu la participation d'une forte délégation togolaise. Une délégation conduite par le nouveau ministre du Commerce, Kodjo Adedje. Cette rencontre a été l'occasion pour la délégation d'aller au contact des personnalités du monde des affaires français, le MEDEF, et surtout de présenter la vision des autorités togolaises déclinée dans le Plan national de développement PND 2018-2022. Les investisseurs français et étrangers de plus en plus présents en Afrique d'investissement, de fonds d'investissement et de sociétés des conseils aux investissements ont été également courtisés par la délégation togolaise qui comptait aussi dans ses rangs la conseillère du président de la République chargée du climat des affaires, Sandra Johnson, et Sorhuna Meba, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, ainsi que l'ambassadeur du Togo en France, Caliste Madjulba. L'idée est d'attirer plus d'investisseurs au Togo, promouvoir et consolider l'environnement économique. Cette rencontre de la délégation togolaise avec les membres du SIAN et du MEDEF Afrique a fait ressortir que le Togo figure parmi les 5 pays africains qui suscitent le plus d'optimisme chez les opérateurs économiques. Pour ce qui est du climat des affaires, le pays a reçu une note satisfaisante de 2,8 sur 5 et fait jeu égal avec la Tunisie. Et l'Agence nationale de promotion de garantie de financement des PME-PMI ANPGF a réuni ce matin à Lomé les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets pour une information sur les produits et services de l'agence et surtout porter à leur connaissance les procédures et modalités à respecter et à remplir pour obtenir l'accompagnement technique et financier de l'agence. Et c'était pour le compte du deuxième mercredi de l'entrepreneur de cette année 2019. Le compte rendu avec Carmen Magé à Kako. Leur accès au financement. C'est vrai,
Depuis sa création en 2008, l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI, ANPGF, a accordé à environ 300 petites et moyennes entreprises des financements à hauteur de 8 milliards de francs CFA. Cependant, nombreux sont encore les porteurs de projets et chefs d'entreprise togolais qui sont toujours à la quête d'un accompagnement financier ou technique. Pour ce troisième mercredi de l'entrepreneur de 2019, la ANPGF s'ouvre aux entrepreneurs togolais. L'objectif en faisant ce mercredi de l'entrepreneur, c'est de les outiller parce que nous n'avons pas accompagné toutes les entreprises qui sont venues à nous, soit parce que le business plan n'était pas bien ficelé ou alors que le projet ne nous paraissait pas rentable. L'objectif en faisant ce mercredi de l'entrepreneur, c'est d'outiller les porteurs de projets et les opérateurs économiques de notre pays sur le montage des business plans qui nous seront présentés pour qu'ils voient précisément ce que la NPGF attend de voir dans un business plan. Pour donc bénéficier de l'accompagnement de la NPGF, les procédures sont toutes simples. Le promoteur doit en faire la demande. Dans la lettre, il doit nous préciser s'il s'agit d'un appui technique ou d'un appui financier. Il décide pour un appui financier, il doit préciser est-ce qu'il s'agit d'une garantie ou d'un financement. À cette demande est joint le dossier qui repose essentiellement sur le plan d'affaires, le business plan. Le promoteur doit également joindre des pièces administratives concernant la société. Sa pièce d'identité qui nous prouve qu'il est togolais parce que l'ANPGF a été créée pour accompagner les structures togolaises. Pour cette année 2019, la ANPGF compte renforcer son mécanisme d'accompagnement technique des PME-PMI. Elle compte mettre en place une provenderie industrielle pour faciliter l'accès aux provendes aux entreprises avicoles et créer un centre de démonstration et de transfert de technologie en vue d'importer de nouvelles machines et favoriser la création d'unités industrielles. Le monde entier s'apprête à célébrer comme tous les ans, le 8 mars, la journée internationale de la femme. Et en prélude à cette journée, les responsables du ministère en charge de la promotion de la femme ont donc procédé ce jour au lancement officiel de cet événement. Et pour l'occasion, le gouvernement, prenant en compte les défis de l'heure, a choisi pour thème local ou thème national femmes et gouvernance locale. Un moyen pour amener les femmes à participer à la gestion de la chose publique. Les précisions avec Aïcha Ziebro et Tabita Akap. Le 8 mars, une journée consacrée à la femme. Et partout dans le monde, cette source de vie se célèbre. Au Togo, pour mieux préparer cette manifestation, femmes et acteurs du monde féminin affûtent leurs armes. Ici, ils s'imprègnent des différentes dispositions politiques et projets mis en place pour plus d'implication des femmes dans le processus de développement de la nation. Cette journée est dédiée à l'information pour qu'on partage d'abord les thèmes, le thème international et le thème national, et voir quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre ensemble, que ce soit le gouvernement, la société civile, les partenaires techniques et financiers, bref, les acteurs de développement, pour susciter davantage les femmes à s'investir au cours de ces élections, non seulement à être des électrices, mais être également des candidates et surtout être élues pour participer au même titre que les hommes à la gestion de la chose publique au niveau local. Tenant compte des priorités nationales liées à la promotion féminine, le gouvernement oriente son engagement vers ce qu'il convient ici d'appeler femmes et gouvernance locale. Ce thème cadre non seulement avec l'ODD 5.5 qui vise à garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision dans la vie politique, économique et publique, mais répond aussi parfaitement à l'effet 5 de l'axe stratégique 3 de notre plan national de développement. C'est pourquoi le Premier ministre, son Excellence, M. Komi Selom Klasu, a invité toutes les filles
et tous les fils de notre pays à saisir cette opportunité pour marquer leur adhésion à la gestion décentralisée du pays à travers leur contribution à la mise en place d'organes élus. Les statistiques indiquent une absence quasi totale des femmes dans les instances décisionnelles ou de gestion de la chose publique. 2 femmes sur 37 préfets, 1 sur 60 présidents de délégations spéciales, 2 femmes sur 385 chefs de canton et 3 femmes sur 4487 chefs de village. Le défi reste encore de taille et nécessite beaucoup plus d'engagement. La promotion féminine, donc une priorité du gouvernement qui vise ainsi le mieux-être des femmes et par ricochet des populations. Et au nombre de ces projets sociaux du gouvernement, on nommera également l'INAM. Nous vous avions fait découvrir dans nos précédentes éditions les impressions des retraités sur leur nouveau partenaire sanitaire qu'est l'INAM. Ce soir, nous vous proposons un autre volet de ce projet. Au début, régime obligatoire qui ne concernait que les fonctionnaires et les personnels assimilés. Aujourd'hui, l'Institut national d'assurance maladie, INAM, tend vers la couverture d'autres secteurs d'activité et avec de nouvelles orientations. Quelles sont-elles? Adolphe Paca nous les fait découvrir dans le grand format de cette édition. L'idéal pour tous, c'est la couverture de tous et de tous. Mais cela doit s'organiser. Il faut répondre à un certain nombre de questions. Les réponses sont là et les actions vont suivre. L'INAM va à pas mesuré et après 7 ans d'expérience, il couvre davantage d'autres franges de la population. Nous nous rendons à l'Agence nationale du volontariat, coordination du CARA. Cette visite est importante pour comprendre les dernières mesures innovantes prises par l'Institut de couvrir désormais Sozolam, un volontaire assuré INAM. Volontaire, depuis août, je suis assuré INAM. Et il faut se dire que c'est une de me faire soigner, c'était vraiment la croix et la bannière. Avec INAM, j'ai pu faire mon bilan de santé, chose que je ne pouvais pas faire auparavant à cause de manque de moyens. De façon générale, cette initiative permet aux volontaires de faire avec quiétude, de mener avec quiétude leur mission de volontariat, puisqu'ils peuvent, s'ils sont en bonne santé, ils peuvent également faire bien mener leur mission. Atskoui est loin d'être seul à bénéficier de cette mesure entrée en vigueur depuis août 2018. Déjà, une première vague de 2343 volontaires sont prises en compte. Issol Midi, nous suivons Asana, une des bénéficiaires qui se presse de chercher sa fille à l'école convalescente depuis quelques jours. Elle accepte de nous accueillir dans sa maison, heureuse sous le regard de son unique fille, l'ayant droit. Avant, nous volontaires, on nous a maintes fois promis qu'on devait être pris en charge par INAM. Bon, c'était un rêve comme d'habitude, juste pour nous raconter ça, pour que les jeunes, qu'on se calme. Mais franchement, ce rêve est réalité autant pour moi. Et j'ai vraiment vécu le cas. J'ai été malade, j'avais les maux d'yeux, dû au boulot, la saisie, les camps, tout ça. Donc, j'ai pris le carnet, je me suis dit, je vais aller voir. On dit qu'on nous reçoit, on va nous soigner, tout et tout. Étant volontaire, est-ce que je vais bénéficier des mêmes services que les fonctionnaires nationaux? Bon, je suis allée, la dame m'a bien reçue. Ils m'ont fait toutes les analyses, j'ai fait 3 à 4 analyses. Je l'ai retourné les analyses, il m'a prescrit les produits. Je suis allée à la clinique, j'ai tout acheté. Il m'a même prescrit les verres. INAM aussi m'a aidé à acheter les verres. Donc ils ont monté ça et maintenant je n'ai plus les maux d'yeux, tout va bien. J'ai remarqué que beaucoup de volontaires ne veulent pas, ça dit monter les dossiers parce qu'ils se disent que leur mission de volontariat c'est 1 an renouvelable 3 fois et que après juste 3 ans je suis assurée, c'est fini, comment je vais faire après? Moi je pense que 3 ans c'est beaucoup quoi dans la vie d'une personne. Surtout, il y a des volontaires qui ont de la famille comme moi par exemple. J'ai ma fille seule en charge, tout ça là. Sa santé c'est moi. On n'arrive pas à joindre les 2 bouts. Il faut voir le côté santé aussi. Donc INAM c'est un ouf de soulagement.
on a eu un collègue dont la femme allait mourir. Sa carte n'était même pas encore sortie, puisque la vague, on nous a traités par vague. On était nombreux au début. Donc, j'ai dû aller voir le directeur, on a fait des trucs pour qu'on puisse lui faire expressément sa carte. Et c'est ça qui a sauvé la vie de son enfant. Il est affecté dans loin quoi, loin, un peu loin de Kouka. Donc, c'est dans un village, il est enseignant dans un CG là-bas. Donc, sa femme a été opérée, il y avait un cas de grossesse interrompue, un truc comme ça. Donc, la femme, ça n'allait pas. Mais quand on a alerté les INAM de l'agence de Kara, ils nous ont compris, ils ont produit la carte, ses carnets. On a déplacé le chargé de suivi de la zone, on lui a apporté ça et vraiment, il s'en est sorti. Autre nouvelle mesure introduite ces derniers mois, l'extension de la couverture aux conjointes supplémentaires, aux veuves et veufs, aux orphelins des assurés décédés et le relèvement de l'âge des enfants des assurés de 21 à 26 ans. Dans la région des Plateaux, nous avons rendez-vous avec un parent, assuré principal. Il nous reçoit dans son bureau. Ma fille avait 21 ans et l'INAM l'a retirée donc, de la liste des assurés. Après 2 mois, elle était malade. Donc, elle n'avait plus droit aux prestations de l'INAM. Donc, j'ai dû dépenser beaucoup. Quand l'INAM a relevé l'âge à 26 ans, donc je suis revenu la déclarer encore comme assurée. Et l'INAM nous a fait la nouvelle carte. Et le jour où je lui ai envoyé la carte à Lomé, le soir, elle était malade. Donc elle m'a dit, papa, que c'est très bon. Si c'est comme la maladie attend l'arrivée de la nouvelle carte, le relèvement de l'âge à 26 ans, la prise en charge des orphelins et des veuves, c'est une belle initiative de l'INAM. L'INAM veut que tout le monde soit en bonne santé. L'INAM veut que quand les gens sont tombés malades, pour qu'ils puissent se soigner à moindre coût, sans souci. Donc on ne peut que féliciter l'INAM et le gouvernement qui ont pris l'initiative de prendre les veuves en charge, les orphelins et les enfants ayant plus de 21 ans. Nous les parents, nous sommes très fiers et très contents. Puisque quand un enfant est malade, c'est nous qui dépensons. Quand une femme est malade, c'est nous qui dépensons. Donc nous sommes très contents de l'INAM et du gouvernement. Il y a eu quand même des avancées qui montrent que nous avançons inévitablement vers la couverture sanitaire universelle. Je m'en vais citer l'âge des enfants qui a été rallongé, le nombre d'enfants à prendre en compte qui a été augmenté et la prise en compte également des veufs et des veuves dans la prise en charge. Cela démontre que nous avançons vers la couverture universelle. Cette réussite n'est que la résultante de la force du partenariat qui existe à 3 niveaux. L'Institut, les bénéficiaires et les prestataires, que sont les centres de santé et les officines pharmaceutiques. L'Office togolais des recettes OTR a abrité les travaux de l'unité de coordination opérationnelle depuis le 4 février dernier. Il était question pour les participants d'échanger sur les informations et expertises acquises par les 23 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre dans la lutte contre le trafic des faux médicaments et surtout de faire le point à mi-parcours de l'opération de lutte contre la criminalité pharmaceutique, en abrégé CRIPHARM, édition 4. Les précisions avec Lucas. Le trafic illicite des faux médicaments et des produits pharmaceutiques prend de plus en plus de l'ampleur en Afrique. Les administrations douanières de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont décidé d'apporter une réponse collective à la lutte contre ces pratiques qui contribuent à détruire des milliers de vies humaines chaque année. Ceci à travers la mise en œuvre des opérations de lutte contre la criminalité pharmaceutique, CRIPHARM, qui est à sa 4e édition.
Ces opérations mettent à contribution les bureaux régionaux de liaison chargés de renseignement de l'Organisation mondiale des douanes, de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Pour cette édition, en termes de plus-value, en termes de leçons tirées, peut-être la difficulté c'est que beaucoup de nos administrations n'ont pas les connexions Internet. Certains de nos collègues qui travaillent dans des zones reculées ont des difficultés à avoir accès à l'outil informatique. Mais avec la sensibilisation plus accrue qui a été faite cette année, nous avons pu réaliser 167 saisies de marchandises prohibées. Il s'agit là d'un bilan provisoire. Nous sommes en train de rentrer étant satisfaits des résultats obtenus parce qu'à travers cette opération, on a pu démanteler encore un certain nombre de réseaux dans les différents pays et démanteler également les techniques que ces fraudeurs utilisent et pour permettre davantage à la douane de pouvoir revoir le dispositif de surveillance au niveau des frontières. Ce bilan provisoire repose sur les résultats enregistrés des 2 premières phases de cette opération édition 4 qui ont consisté à la préparation et à la mise en forme physique. Il reste encore la 3e phase qui, elle, est virtuelle. Débutée le 25 janvier dernier, elle prendra fin le 23 février prochain. Le Togo, qui a abrité les travaux de l'unité de coordination opérationnelle UCO, en tire un profit pour renforcer sa lutte contre les faux médicaments. Le Togo fait partie des membres de l'OMD qui veulent mettre en application les recommandations de l'OMD. Donc, en participant ou en abritant cette opération, le Togo sera mieux placé, sera mieux coté sur le plan international et pour pouvoir booster les actions devant permettre le développement du pays. Et on a appris encore beaucoup de choses. Et on devait améliorer davantage pour pouvoir réduire au maximum ce fléau qui dérange dangereusement tant la population que l'économie togolaise. Au-delà de l'aspect opérationnel, l'UCO travaille pour émettre au quotidien des bulletins d'information pour rendre lisibles ses activités. L'Institut togolais de recherche agronomique ITRA a initié une rencontre avec les acteurs de la filière anacarde il y a quelques jours et c'était à la ferme semencière de Sotoubois. La rencontre se voulait un cadre d'information et d'échange avec ces acteurs sur le matériel végétal amélioré d'anacardier au Togo. Une innovation. Le compte rendu depuis Sokodé de la marque Wojona. Améliorer les revenus des producteurs, c'est l'engagement pris par le gouvernement togolais à travers l'Institut de recherche agronomique ITRA qui ambitionne de valoriser les filières d'exploitation porteuses dont l'anacarde. Cette rencontre avec les acteurs de cette filière à la ferme semencière de Sotoubois a pour but de contribuer à l'amélioration de la productivité de l'anacarde en utilisant le matériel végétal amélioré d'anacardier. Dans le cadre de la coopération entre le Togo et l'Allemagne à travers la GIZ, il y a eu un investissement pour que la recherche puisse travailler sur le matériel amélioré en identifiant des plantes ou bien des arbres élites au niveau du Togo et en introduisant aussi des clones améliorés du Ghana. Et sur ces clones, l'ITRA, l'Institut togolais de recherche agronomique, a fait un travail de recherche avec la mise en place d'un parc à bois. Et après 3 ans, il y a eu des résultats en termes de disponibilité de matériel amélioré qui peut être mis à la disposition des pépiniéristes afin de produire des plants améliorés à mettre à la disposition des producteurs. C'est à ce titre que nous sommes présents aujourd'hui à un atelier pour qu'on échange avec les acteurs de la filière, les pépiniéristes, les producteurs, l'interprofession et l'association des producteurs d'anacarde pour que on échange autour de la gestion de ce matériel afin qu'il soit utilisé de façon efficace et durable pour impacter très positivement sur la production de l'anacarde. Rencontre d'information et d'échange sur le matériel végétal amélioré d'anacardier au Togo. L'anacarde est une culture en pleine extension mobilisant plus de 18 000 planteurs pour une production de plus de 19 000 tonnes de noix de cajou brutes exportées et occupe la 2e place parmi les cultures d'exportation du Togo derrière le coton.
Direction les savanes où pour améliorer leurs connaissances en matière de technique de transformation des produits agroalimentaires, 9 groupements issus des plateformes multifonctionnelles de la région se forment. Une formation à mettre à l'actif donc du ministère en charge du développement à la base dans le cadre du PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire. Depuis les savanes, la correspondance de Désiré. Alors. Les plateformes multifonctionnelles, un programme du gouvernement togolais qui renforce les capacités productives des femmes, bref des groupements dans les zones rurales et contribue à la réduction de la pauvreté. Identifié partenaire du PUDC sur le volet développement des plateformes multifonctionnelles, le programme national PTFM initié par le ministère en charge du développement à la base libère les femmes de certaines tâches leur permettant de dégager du temps pour d'autres activités, notamment les AGR, activités génératrices de revenus. 9 groupements PTFM solaires identifiés dans la région des savanes améliorent leurs connaissances en technique de transformation des produits agroalimentaires visant des objectifs spécifiques. L'atelier abordera les aspects liés au développement des activités génératrices de revenus en général, les notions concernant les chaînes de valeur et montrer aux femmes quelle est l'importance de la transformation des produits dans la chaîne des valeurs. Il sera également question d'apprendre aux femmes le diagramme de transformation des produits. Et dans la région des savanes, les produits qui sont retenus, c'est la transformation des arachides en huile, tourteaux et gâteaux, et la transformation du beurre de karité en savon et le conditionnement de ce beurre pour l'exploitation. Après, les femmes auront à acquérir des connaissances sur ce qu'on appelle l'emballage. Quels sont les types d'emballage qu'il faut utiliser, surtout en tenant compte de la protection de l'environnement. Outillées, elles vont servir de relais dans les autres plateformes pour ensemble contribuer à l'amélioration de la productivité basée sur la maîtrise des techniques de transformation et de commercialisation des produits issus. Une bonne gestion en somme visée pour atteindre les objectifs du PUDC. Une nouveauté bientôt à l'université de Lomé. Le campus abritera un nouvel institut. On parle d'institut d'études stratégiques sur la paix et la sécurité. Le projet de sa création a été exposé donc ce matin aux autorités militaires à l'état-major général des forces armées togolaises par une délégation conduite par le président de l'université de Lomé, professeur Dodi Kokoroko. Ils étaient en présence du chef d'état-major général des forces armées togolaises, le général de division Kadanga Abalo. Le compte rendu avec Pierre Soussoupo. Vers la création d'un institut d'études stratégiques sur la paix et la sécurité au Togo. Le projet est ici porté à la connaissance des autorités militaires de l'état-major général des FAT par les responsables de l'université de Lomé. La situation sociopolitique et la dégradation du tissu sécuritaire de la sous-région sont entre autres indicateurs qui sous-tendent ce projet. Il s'agira de transmettre l'expertise universitaire à l'État, à la société civile et aux institutions internationales dans le domaine. Le projet devient une obligation, cela s'impose à nous de par l'évolution de la situation sécuritaire dans toute la sous-région, en Afrique en général et dans le monde. Nous avons remarqué que nos populations, notre pays, les forces motrices de l'État peuvent recevoir un renforcement de capacité dans les notions de paix et de sécurité. Et vis-à-vis des populations, il devient important d'augmenter la résilience des populations vis-à-vis des phénomènes comme le radicalisme religieux, le terrorisme, des phénomènes nouveaux, des défis sécuritaires nouveaux qui n'ont plus de frontières, qui sont des dangers transfrontaliers. Donc c'est l'université en tant que métier, en tant que corps scientifique qui prend l'initiative d'approcher les forces de la sécurité qui nous ont bien reçus afin d'amener notre pays et toute la sous-région dans le sens de la prévention, de l'anticipation des dangers sociaux liés au terrorisme, au conflit. L'Institut aura donc pour mission d'initier et de conduire des recherches sur les questions relatives aux relations internationales en rapport avec la sécurité et la paix. Autre priorité de cet institut, c'est bien la lutte contre l'intégrisme
et le radicalisme religieux de tout genre. Des formations seront d'ordre professionnel et universitaire. En signe d'adhésion à l'initiative, un présent a été remis au président de l'Université de Lomé par le chef d'état-major général des FAT, le général de division Katanga Abalo. Et parlant toujours de sécurité, le ministre de la Défense et des anciens combattants porte à la connaissance du public un concours d'entrée à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises et FOFAT ouvert aux candidats des deux sexes aura lieu du 26 au 28 mars 2019 à l'école de la gendarmerie nationale à Lomé. Les dossiers de candidature seront déposés à la division formation de l'état-major général des forces armées togolaises. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au vendredi 8 mars 2019 à 12h et la liste des candidats définitivement inscrits à composer du 26 au 28 mars sera affichée à l'état-major général des forces armées togolaises à partir du 19 mars 2019. Les conditions de candidature, les pièces devant constituer les dossiers et les épreuves du concours sont à consulter dans le quotidien Togo Presse. Il est à noter que pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'état-major général des forces armées togolaises, division formation à Agoué-Nivé. Désormais, le Togo dispose d'un document dans lequel sont recensées les organisations par secteur d'intervention et les actions à mener sur le terrain. Ce document prend en compte également les difficultés rencontrées sur le terrain et les relations qui existent entre ces organisations et l'État. Et ce document, il s'agit donc de la cartographie des organisations de la société civile, document qui a fait justement objet d'échanges durant cette semaine. Le compte rendu avec Medina Salami. Les cartographies des organisations de la société civile, un document que recensent les organisations par secteur d'intervention, leurs actions sur le terrain, les difficultés et leurs relations avec l'État. La cartographie des cadres de concertation, par exemple, décrypte l'effectivité des instances d'échange et de dialogue entre l'État et la société civile. Elle aborde les besoins des pouvoirs publics en matière de coordination et suivi des ONG. Un constat est fait. Évidemment, il y a des OSC qui travaillent, mais il y a une forme de méfiance entre les deux acteurs lesquels l'État et les OSC. Donc ce travail permettra de créer un cadre plus consensuel entre ces deux acteurs en vue du développement. Les OSC, la société civile est un acteur du développement. Il est de bon ton que l'État s'appuie sur les activités des OSC. Et pour que l'État s'appuie, il faut qu'il y ait un cadre de concertation, un cadre de dialogue formel. Nous avons relevé des cadres plus ou moins formels, mais ce travail a pour mission, a pour objectif de dire aux acteurs, État et OSC, qu'il faut un cadre formel pour un bon partenariat. Les cartographies mettent également en évidence la contribution des ONG et associations au développement, d'où l'importance du dialogue entre l'État et ses structures afin qu'elles puissent mieux l'accompagner dans son programme de développement. Comment fonctionne la protection et la promotion des droits de l'homme ou des droits humains, et puis quelles sont les organisations qui font du suivi des politiques publiques, ce qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique. Donc ça, c'est une des premières cartographies. Et la deuxième, c'est l'analyse de tous les espaces de concertation, tous les espaces de dialogue entre l'État, les collectivités locales et puis les organisations de la société civile. Et ça au niveau national comme au niveau régional et local. Parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est faire le point. Qu'est-ce qui existe comme espace de dialogue? Qu'est-ce qui peut être renforcé? Comment nous, le PROCEMA, on pourrait appuyer pour qu'il y ait un dialogue permanent entre l'État et les organisations de la société civile et les ONG, bien évidemment. Le programme de consolidation de l'État du monde associatif, PROCEMA, est un projet de renforcement de la société civile, de promotion de l'égalité genre et de la culture, initié par le Togo et l'Union européenne. Je vous l'annonçais en début d'édition, le Conseil des ministres s'est délocalisé ce mercredi dans la préfecture de Yoto. Le Premier ministre et les membres du gouvernement se sont retrouvés autour du chef de l'État fort et Sozimna Nyazingbe à Tablibo. Le ministre en charge de la communication Foli Bazi Katari nous en présente le communiqué. Communiqué sanctionnant le Conseil des ministres
de ce mercredi 13 février 2019. Le Conseil des ministres de ce mercredi 13 février 2019 s'est délocalisé à Tablibo, préfecture de Yoto. Réunis sous la présidence de son Excellence, M. Faure Esozimna Gnassingbé, président de la République, le Conseil a eu, au cours des travaux, à étudier en première lecture un projet de décret, adopter 4 décrets, écouter 2 communications et aborder des divers. Le Conseil des ministres a étudié en première lecture le projet de décret fixant les conditions d'octroi et de retrait du droit d'accès au réseau électrique national de distribution présenté par le ministre des Mines et des Énergies. Le premier décret adopté par le Conseil porte sur les modalités de délivrance et de retrait de la licence pour la production, la distribution et la commercialisation de l'énergie électrique à base des sources d'énergie renouvelables. Dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable, le gouvernement, sous la haute impulsion du chef de l'État, s'est engagé à garantir à nos populations l'accès à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable à l'horizon 2030 et à promouvoir les sources d'énergie renouvelables en vue de diversifier les sources de production d'énergie électrique longtemps basées sur les énergies fossiles. C'est dans cette optique que s'inscrit l'initiative présidentielle CISO, qui a pour ambition d'électrifier 100 000 ménages ruraux en 3 ans et 300 000 en 5 ans. En vue de mettre en œuvre cette politique de promotion de développement des énergies renouvelables, il a été mis en place un cadre juridique approprié, notamment la loi numéro 2018-010 du 8 août 2018 relative à la promotion de la production de l'électricité à base de sources d'énergie renouvelables. Cette loi, pour son application effective, prévoit qu'un décret en Conseil des ministres fixe les modalités de délivrance et de retrait de la licence pour la production, la distribution et la commercialisation de l'énergie électrique à base des sources d'énergie renouvelables. Le deuxième décret adopté par le Conseil porte attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la cybersécurité. La mise en œuvre de la stratégie nationale de développement d'éthique entreprise par le gouvernement doit être accompagnée d'une réforme du cadre juridique et surtout institutionnel en vue d'assurer un renforcement de la sécurité et de la confiance dans le domaine du numérique. Conscient de la gravité des risques et menaces inhérents à l'expansion de la civilisation numérique, l'Assemblée nationale a adopté la loi numéro 2018-026
du 7 décembre 2018 sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité. Cette loi crée l'Agence nationale de la cybersécurité ANSSI en tant qu'autorité en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information au niveau national et renvoie à un décret pour son organisation et ses modalités de fonctionnement. Le troisième décret adopté par le Conseil porte création, attribution, composition et fonctionnement du cadre de concertation des organes de contrôle des finances publiques. Les réformes entreprises par le Togo en vue d'assainir la gestion des finances publiques ont porté, entre autres, sur les corps de contrôle et l'exercice de leurs fonctions. La transposition des directives de l'UEMOA sur le cadre harmonisé de la gestion des finances et la mise en œuvre de la norme de gouvernance de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle ont entraîné de nouvelles attributions et exigences pour les différents corps de contrôle. En vue de prendre en compte ces différents changements et les recommandations des différents diagnostics de la gestion des finances publiques réalisés par notre pays, il est apparu nécessaire de procéder à une relecture des textes régissant ces différents corps de contrôle et de créer une synergie entre ceux-ci à travers un cadre de concertation approprié. Le quatrième décret adopté par le Conseil porte fixation du taux de l'intérêt légal au Togo au titre de l'année 2019. Conformément à la loi uniforme 2014-021 du 20 novembre 2014 relative au taux de l'intérêt légal dans les pays de l'UEMOA, les intérêts légaux représentent l'indemnité due aux créanciers à titre de dommages et intérêts moratoires par le débiteur d'un engagement qui s'acquitte avec retard de l'exécution de celui-ci à défaut d'un autre taux préalablement fixé par les parties pour le calcul du montant de réparation en cas d'exécution tardive. Ainsi, l'article 2 de la loi surmentionnée prévoit que le taux d'intérêt légal en toute matière soit fixé par décret pour la durée de l'année civile. Pour cette année, ce taux est fixé à 4,5%. Au titre des communications, la première communication présentée par le chargé de l'administration territoriale est relative à l'organisation des élections locales. Le gouvernement a entrepris un processus de décentralisation devant aboutir à terme à l'organisation des élections locales. La première étape de ce processus, qui constitue l'un des axes forts du projet de société du chef de l'État, a été l'adoption d'une feuille de route de la décentralisation et des élections locales le 11 mars 2016 sur la base du rapport établi en 2015 par le comité technique mis en place à cet effet. La deuxième étape
a consisté au renforcement du cadre juridique indispensable à la mise en œuvre effective de la feuille de route à travers la modification de la loi numéro 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales et l'adoption de la plupart des textes d'application. La troisième étape du processus est relative à la communication sur la feuille de route et a été marquée par une vaste campagne de sensibilisation des populations au niveau régional, communal et cantonal, l'objectif étant de les édifier sur les défis et les enjeux de la décentralisation. La dernière étape de la feuille de route consiste en l'organisation des élections locales coïncidant avec l'adoption des derniers textes restants, notamment le décret fixant le ressort territorial de la 3e commune de Doufelgou et le décret définissant le cadre du règlement intérieur des communes, préfectures et régions. En ce qui concerne le décret relatif à la gestion du fonds d'appui aux collectivités territoriales, il sera soumis à l'examen et à la délibération du Conseil des ministres le montage du financement pour la construction partielle des sièges des nouvelles mairies étant en cours de finalisation. Il faut noter que 1527 conseillers municipaux seront élus à l'issue des élections locales. Par ailleurs, le Conseil des ministres a été informé de l'arrivée du terme du mandat des membres de la CENI après l'adoption du rapport sanctionnant la fin du processus électoral le 6 février 2019. La deuxième communication présentée par le ministre chargé du développement du secteur privé porte sur la tenue du premier forum économique Togo-Union européenne qui aura lieu les 13 et 14 juin 2019 à Lomé sous le thème « Bâtir des relations économiques pérennes entre le Togo et l'Union européenne ». Ce forum s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement 2018-2022 qui fait du secteur privé le partenaire clé devant contribuer à sa réussite. En effet, le secteur privé joue un rôle stratégique dans le financement des 2/3 du coût global du PND, estimé à 4 620 milliards de francs CFA. Il faut souligner que le Forum économique Togo-Union européenne a pour objectif de promouvoir la destination Togo pour les investissements de l'Union européenne en mettant en exergue les multiples opportunités d'investissement qu'offre le Togo grâce à sa position stratégique et à ses atouts naturels qui lui permettent de desservir l'ensemble de la sous-région. Il est attendu à ce forum environ 300 entrepreneurs dont 150 entrepreneurs des pays de l'Union européenne et 150 hommes et femmes entrepreneurs du Togo, ainsi que 100 hauts fonctionnaires togolais
et représentants d'institutions internationales. Pour une parfaite organisation de ce forum, le Premier ministre a organisé une réunion préparatoire avec les ministres concernés. La République a exhorté les membres du gouvernement à traduire en actions et mesures concrètes les décisions prises tant approcher l'administration citoyenne qu'elle est censée servir. Le 13 février 2019, le Conseil des ministres. Et en marge du Conseil, le chef de l'État, fidèle à sa politique de proximité, s'est entretenu avec les représentants des populations de la préfecture de Yoto sur les actions prioritaires prévues dans le PND, Plan National de Développement, et qui ont vocation à améliorer leur vécu quotidien. Il était entouré pour la circonstance du Premier ministre et des membres du gouvernement. Et parlons justement de cet entretien entre le chef de l'État et les représentants des populations de la préfecture de Yoto, je vous propose ce reportage de Chazenam Baga. La question du développement de la préfecture de Yoto a constitué la trame de ce face-à-face cordial entre le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, et les forces vives de la localité. Le ton a été donné par le porte-parole des populations qui a souhaité la bienvenue au chef de l'État et à l'ensemble des membres du gouvernement qui l'accompagnent. Il a remercié le président de la République pour le choix de la préfecture de Yoto pour abriter ce troisième conseil des ministres du nouveau gouvernement classe 2, mettant du coup leur localité au centre de toutes les attentions. Répondant aux mots de bienvenue du porte-parole, le président de la République a remercié la population de Yoto pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à lui et à sa suite. Il a situé le contexte général de la tenue de ce conseil des ministres délocalisé dans la préfecture de Yoto, qui traduit la volonté profonde de l'exécutif d'être plus proche et à l'écoute des besoins des populations. Le chef de l'État a également abordé la question des élections législatives du 20 décembre 2018 qui ont permis de renouveler les membres de l'Assemblée nationale. Il a salué les populations de Yoto pour le calme qui a contribué à la bonne tenue de ce scrutin qui s'est déroulé dans la transparence selon les normes démocratiques. Le président de la République a en outre évoqué les élections locales qui se profilent à l'horizon et qui vont permettre aux populations de se prendre en charge par leur implication active dans les politiques et programmes de développement. Parlant justement de développement dans la préfecture de Yoto, le chef de l'État a donné la parole aux membres du gouvernement de faire le point des différentes actions menées et celles à venir dans la localité. Ici, chaque ministre a expliqué aux forces vives les grandes lignes de sa politique sectorielle déclinée du plan national de développement et les actions concrètes qui ciblent la préfecture de Yoto, aussi bien dans le domaine de la santé, de l'agriculture, de l'eau, de l'énergie, des infrastructures, de la décentralisation que de la finance inclusive. Les échanges à bâtons rompus qui ont suivi ont permis aux populations d'avoir d'amples éclaircissements et d'évoquer quelques doléances.
À la suite de ces échanges et joignant l'acte à la parole, le chef de l'État a visité les infrastructures socio-sanitaires de la préfecture de Yoto, notamment le centre d'état civil et le centre hospitalier préfectoral de Tabligo. L'autre temps fort de cette rencontre est ce face-à-face chaleureux entre le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, et la population de Yoto, venue lui témoigner sa reconnaissance pour sa vision pour un Togo uni, prospère et émergent à l'horizon 2030. Le Togo se prépare à organiser à Lomé le tout premier forum Togo-Union européenne et ce sera du 13 au 14 juin prochain. Un rendez-vous d'affaires qui verra la participation de plus de 400 investisseurs de la diaspora togolaise et d'Europe. Une centaine de projets sera également présentés aux investisseurs pour financement. Et ce mercredi, la cellule en charge de l'organisation de ce forum a présenté à la presse les grandes lignes de la rencontre dont le thème est bâtir des relations économiques durables et pérennes. Nous reviendrons en détail sur cette conférence de presse dans nos prochaines éditions. Et c'est sur cette information que se referme ce journal, quelque peu long, actualité oblige. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci à tous ceux qui nous ont suivis du côté de Yoto. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.